Vous êtes bien sur Muzen TV. Nous recevons aujourd'hui Baptiste Brodard pour une émission qui sera consacrée à l'islam en Amérique latine. On en discute tout de suite avec lui. Restez avec nous. Baptiste Brodard, bienvenue sur Muzen TV. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes docteur en études religieuses et sciences sociales de l'Université de Fribourg en Suisse. Vous êtes aussi l'auteur d'une thèse sur l'action sociale musulmane en Europe. Et vous concluez actuellement 18 mois de recherche en post-doctorat sur les communautés musulmanes autochtones en Amérique latine. Exactement. Alors, notamment le Mexique, la Colombie et aussi une parenthèse sur le Brésil, au Brésil. Tout à fait. Voilà. Alors justement, c'est la raison c'est le sujet de cette émission, l'islam en Amérique latine. Donc la première question que je vous pose, Baptiste Brodard, c'est est-ce que vous pouvez nous dresser un profil des communautés musulmanes que vous avez rencontrées dans ces différents pays? Très bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et je suis heureux d'intervenir sur cette thématique peu connue en France. Par rapport au profil des communautés musulmanes, je mets l'accent d'abord sur le côté autochtone. C'est-à-dire que dans mon étude, il s'agit de s'intéresser et de se focaliser sur les communautés de musulmans convertis ou fils-filles directes de personnes converties. Ce qui n'est pas représentatif de tout l'islam en Amérique latine, mais seulement d'une partie. Cela dit, on voit que en Colombie et au Mexique, quand on va dans les différentes mosquées du pays, la majorité des gens qui pratiquent l'islam, au moins dans ces congrégations religieuses, sont des personnes locales, autochtones. Autochtones dans le sens qu'elles sont mexicaines, colombiennes, depuis plusieurs générations. Et on a un panel très différent en termes d'affiliation théologique, d'affiliation idéologique. Alors, combien de personnes? Alors, avant de parler du profil, peut-être juste pour avoir un repère, il est question de combien de fidèles, combien de musulmans dans ces pays, numériquement parlant? Il est très difficile d'avoir une estimation claire. Et on doit différencier deux types de populations musulmanes. Celles qui se rendent dans les congrégations, et on peut en avoir une idée en faisant un travail empirique, analytique, qualitatif, en se rendant directement dans les lieux de culte. Mais on a aussi des centaines, voire des milliers de personnes musulmanes converties à l'islam qui ne se rendent pas forcément à la mosquée. Du coup, aucune statistique précise n'existe. On parle seulement de quelques milliers de musulmans en Colombie, de quelques milliers de musulmans au Mexique également, ce qui est statistiquement faible, mais qui représente un chiffre intéressant compte tenu de l'évolution très rapide depuis à peu près 10, 20, 30 ans. On part d'une population très restreinte composée de quelques diasporas migrantes à un islam de plus en plus visible dans l'espace public, notamment dans certaines villes de Colombie, mais statistiquement on reste dans des chiffres très limités. Pour vous dire un chiffre tout de même, en Colombie, on parle d'à peu près une vingtaine de mosquées ou de congrégations musulmanes. Dans chaque congrégation, vous allez voir une trentaine, une cinquantaine de personnes qui se rendent dans ces lieux de culte. Mais en réalité, vous avez des milliers de personnes musulmanes converties par Internet ou autres qui habitent loin de ces mosquées et qui ne sont pas répertoriées forcément dans les statistiques. D'accord. Donc vous parliez vous décriviez un peu le profil de ces communautés musulmanes. Voilà, quelles sont-elles? On peut peut-être commencer. Alors quel est le pays qui a la présence musulmane la plus ancienne dans les pays que vous avez étudiés? Si on parle de population musulmane autochtone, on voit que la Colombie est un cas particulièrement intéressant parce que la première communauté musulmane complètement locale date déjà des années 60. 1960 à peu près, dans la ville de Buenaventura, qui est située sur la côte pacifique et qui est venue de la présence de marins américains de la Nation of Islam. Vu qu'il y avait une communauté d'intérêt ou d'intérêt politique entre les Afro-Américains des États-Unis et les Afro-Colombiens de cette ville, il y a eu une entrée de l'islam par le biais de la secte Nation of Islam dans un premier temps et ensuite une conversion vers le sunnisme puis vers le chiisme. Aujourd'hui, cette communauté existe toujours avec à peu près 60 ans d'ancienneté, ce qui est un cas extraordinaire, exemplaire pour l'Amérique latine.
Parce que dans les autres contextes, les communautés autochtones sont plus récentes. Donc c'est Bogota. Non, c'était quoi la Colombie? La Colombie, d'accord, oui. d'accord. Donc c'est pas la capitale. Hein. Non, c'est une ville retirée qui est vers connue la côte. pour la côte Pacifique, qui est difficile d'accès, qui est connue pour avoir une grande criminalité et pauvreté, mais également le port le plus important du pays, mais qui est très marginalisé. D'accord. Donc vous parliez d'une communauté chiite dans cette région-là. Oui. Est-ce que c'est la seule représentation? Est-ce qu'il y a différentes? Est-ce qu'on est dans le cas de mosaïques religieuses ou est-ce qu'il y a une dimension homogène de l'identité religieuse de ces populations-là? Donc dans le cas de la côte pacifique de Buenaventura, à la base, on a cette communauté musulmane chiite dite afro-colombienne, parce que tous ses adhérents sont d'origine afro-colombienne, c'est-à-dire des descendants d'esclaves africains qui ont été déportés en Colombie il y a quelques siècles et qui sont convertis, comme on l'a vu dans les années 60, par le biais de la Nation of Islam. Ensuite, ils sont devenus sunnites, ensuite chiites, en lien avec l'Iran. Certains ont eu des bourses pour étudier à Qom en Iran. Du coup, toute la communauté s'est retrouvée liée idéologiquement, théologiquement au schisme duodécimain d'Iran. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater dans la même ville, on a un retour, parallèlement à cette histoire, on a un retour de migrants clandestins des États-Unis qui ont connu l'islam dans les prisons américaines, par le biais de l'influence aussi afro-américaine dans le milieu carcéral. Donc Nation of Islam aussi sunnisme oui. Avec une tendance de base Nation of Islam, mais comme beaucoup sont devenus sunnites, on a cette présence aujourd'hui par-dessus tout sunnite, mais influencée par le monde carcéral et par l'islam qu'ils ont pu découvrir dans le contexte américain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on compte 2 communautés dans la ville, mais la communauté chiite est beaucoup plus importante historiquement et également en termes de moyens et d'organisation. D'accord. Alors on va parler de tous les pays, puis après on viendra sur le rapport que ces différentes communautés autochtones, ça c'est très important, on reviendra peut-être là-dessus, entretiennent avec la culture nationale de leur pays. Donc vous avez parlé de la Colombie, voilà. Est-ce que, alors le Mexique, le Brésil, est-ce que c'est le même cas de figure? Est-ce que c'est différent? Comment ça se passe? Quel est au niveau du profil, une fois de plus, de ces communautés musulmanes? Oui, tout d'abord, quand on essaye de dresser une cartographie finalement de la présence musulmane en Colombie et au Mexique, c'est ce qu'on essaie de faire, on est obligé d'aller sur le terrain et de travailler par étude de cas. Tellement les cas sont divers et différents. Et le cas de Buenaventura dont on vient de parler est un cas emblématique de Colombie qui a un équivalent au Mexique, bien sûr avec des manifestations très différentes. Pourquoi je dis équivalent? Parce qu'au Chiapas, depuis 1995, on voit également une communauté complètement autochtone, mais ici, il s'agit de personnes indigènes, de personnes tzotzil de la région du Chiapas, dans la ville de San Cristobal de las Casas, qui est une tribu locale amérindienne, comme on dit en français, ou indigène, et qui s'est constituée par le biais de l'activisme du groupe Mourabitoun venu d'Espagne. Et aujourd'hui, cette communauté a déjà 27 ans d'ancienneté avec beaucoup de transformations idéologiques et théologiques à travers les années. Mais il s'agit d'un autre cas emblématique ici au Mexique qui montre également la pénétration de l'islam dans des zones très inattendues finalement. Alors parler de communauté Mourabitoun, enfin par rapport à cette filiation, peut-être quelques mots pour comprendre, pour expliquer à notre public, voilà. Avoir une idée de quel type de vision de l'islam, de quelle pratique de l'islam il peut s'agir. Pour rester bref, quand même, ouais. on peut peut-être dire 2 mots sur la communauté Mourabitoun, qui est issue d'un cheikh qui s'appelle Yann Dallas, dit Abdelkader Soufi, d'origine écossaise, qui a lancé un mouvement malékite soufi en Europe et qui s'est affirmé notamment en Espagne. Et dans les années 90, plusieurs missionnaires, entre guillemets, de ce groupe espagnol se sont rendus au Chiapas à l'heure où il y avait une rébellion zapatiste contre l'État mexicain. Et cette confrérie Mourabitoun, cette organisation, a cru pouvoir convertir, si vous voulez, les responsables de la rébellion pour constituer une certaine terre musulmane dans la région du Chiapas. L'histoire date de cette époque, en 95. Par contre, le groupe zapatiste n'a pas adhéré à l'islam, mais d'autres personnes locales se sont converties. Et ici, on peut parler de conversion collective, c'est ce qui est très intéressant. Parce que les conversions se sont faites sur un mode familial. On est parti, par exemple, d'un grand-père ou d'un père de famille qui se convertit, et finalement, toute sa famille, plus ou moins éloignée, s'est convertie, ce qui a abouti
en quelques années à 800 nouvelles conversions à l'islam dans une petite ville. Donc là, on parle de la fin des années 1990. Dans cette ville de San Cristóbal de las Casas, on retrouvait jusqu'à 800 personnes musulmanes. Aujourd'hui, on en voit seulement 200, ce qui représente un déclin de 75%, ce qui est quand même, ce qui pose beaucoup de questions concernant la pérennité des communautés musulmanes et surtout de la division idéologique. Alors, avant de parler de la question justement de l'avenir, de la transmission ou du déclin de ces communautés religieuses, est-ce que ces exemples que vous avez donnés, est-ce qu'ils sont représentatifs de l'islam dans ces différents pays? Ou est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, chaque localité ou chaque région a sa spécificité? Est-ce que les autochtones de l'islam dans ces pays-là sont situés spécifiquement dans les régions que vous avez indiquées? Ou est-ce qu'il en existe dans d'autres régions que vous n'avez pas étudiées? Voilà, l'idée, en fait, il s'agit de comprendre, de cerner la portée finalement de la description que vous avez faite de l'islam par rapport à l'ensemble du pays. Voilà, est-ce que c'est emblématique, représentatif de l'islam soit en Colombie ou au Mexique? Alors, on ne peut pas parler de cas représentatifs. Tellement les régions sont différentes, tellement les dynamiques de chaque région divergent fortement. Chaque congrégation musulmane a ses propres caractéristiques, ce qui fait qu'il est impossible de parler de cas représentatifs pour toute l'Amérique latine quand il s'agit d'islam. On est dans un laps de temps très réduit avec des dynamiques très localisées qui fonctionnent différemment. Par contre, on peut parler de cas emblématiques, de cas illustratifs de l'affirmation d'un islam autochtone, qui est particulièrement intéressant à l'échelle mondiale, parce qu'il s'agit de zones dans lesquelles on retrouve pratiquement aucune trace de migration musulmane, mais où il existe désormais plusieurs mosquées, plusieurs congrégations musulmanes, venues à la fois d'un terrain fertile, propice à de nouvelles formes de religiosité, et à la venue d'acteurs prosélytes étrangers, qui fait qu'il y a eu un noyau de nouveaux musulmans locaux, autochtones, et finalement la création de dynamiques particulières. Donc, je propose d'utiliser le terme emblématique. On peut utiliser aussi le terme illustratif, mais pas représentatif. Car chaque région est différente. Pourquoi on parle souvent de ces deux cas? Car historiquement, c'est les cas les plus flagrants. Aujourd'hui, vous allez à la mosquée à San Cristóbal de las Casas au Chiapas ou à Buenaventura, et vous allez sûrement voir que 99%, pour pas dire 100%, des musulmans présents sont issus des communautés locales. Ce qui est un cas particulièrement rare, même au Mexique, même en Colombie, parce que si vous allez dans d'autres congrégations musulmanes dans le reste du pays, vous allez quand même voir qu'il y a des migrants, qu'il y a des personnes musulmanes issues d'autres contrées, et que la composante est plus mixte que dans ces cas particulièrement illustratifs de l'islam local autochtone. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question de la transmission religieuse? Vous avez donné des indications sur les causes historiques générales de l'introduction de l'islam dans ces différents pays. On parlait de Nation of Islam, vous avez parlé aussi des Morabitoun, dans le contexte de la révolte du Chiapas. Comment l'islam, à partir du moment où il est devenu autochtone, où les graines ont été germées, comment la transmission s'est réalisée? Est-ce que il y a eu des difficultés de transmission? Vous aviez évoqué également un déclin aussi. Donc finalement, voilà, en gros, quel est l'enjeu finalement de cette transmission, et à quelles difficultés cette transmission a-t-elle été confrontée, qui expliquerait justement ce déclin? Déjà, le cas est particulièrement unique dans ces pays par rapport à l'échelle mondiale. On parle de communautés de convertis, aujourd'hui de fils, de filles, descendants directs de convertis, par opposition à des communautés musulmanes qui seraient issues d'une migration ou d'une historicité plus ancrée dans le contexte. Donc là, on a beaucoup de points communs avec l'islam afro-américain aux États-Unis. C'est important de le noter quand il s'agit de transmission. Comme on voit qu'aux États-Unis, l'islam afro-américain est lui-même sujet à des crises, à des déclins générationnels, j'ai remarqué aussi sur les terrains colombiens et mexicains des difficultés pour ces communautés musulmanes relativement nouvelles à perdurer, à s'inscrire dans une pérennité, par le fait que les nouvelles générations, donc leurs descendants directs, ne suivent pas forcément la foi de leurs parents
vu les pressions culturelles, sociales, contextuelles. Cela dit, il existe une continuité de plusieurs décennies dans le cas colombien et de quelques décennies aujourd'hui dans le cas du Chiapas. Mais quand on voit que 75% des personnes converties à l'islam au Chiapas sont sorties de la foi musulmane, on peut quand même se poser des questions sur cette pérennité. Quels sont les critères? Quelles sont les causes, les facteurs? Est-ce que c'est la pression? On parlait de pression sociale. Est-ce que l'islam est mal accepté dans ces régions par le reste de la population? Un premier facteur est interne à l'organisation musulmane, surtout dans le cas du Chiapas. Et ce facteur vient de la division entre sectes, entre guillemets, c'est-à-dire entre groupes ou entre courants musulmans concurrents. On est passé d'une mosquée, donc d'une congrégation musulmane unique au Chiapas en 95, qui était liée au groupe des Morabitoun, à 5 communautés musulmanes distinctes aujourd'hui. On peut les citer. Il y a un deuxième groupe historiquement sunnite de tendance plutôt salafi, un troisième groupe sunnite de tendance traditionnaliste, donc hanafite et soufi, un quatrième groupe qui a adhéré à la tendance ahmadiyya, donc qui est considéré comme hétérodoxe par la majorité des musulmans, et un cinquième groupe qui s'inscrit dans l'école de la Süleymanjiya de Turquie. Donc les Süleymanji turcs, qui sont arrivés les soufis aussi, je crois, non? Qui ont une tendance soufie très turque nationaliste et qui sont venus directement par un activiste, par un groupe d'activistes turcs il y a à peu près 2 ans, qui créent des madrasas dans différents pays d'Amérique latine, tout en envoyant leurs meilleurs élèves en Turquie pour essayer de s'imposer comme des nouveaux acteurs de la communauté musulmane. Et à partir de ce moment où la communauté locale est divisée en 5 groupes, bien sûr, on perd de la force et de la persuasion pour les nouveaux convertis à l'islam qui ont appris que l'islam est unifiant, unique et qui se retrouve finalement par rapport à une offre entre guillemets de 5 tendances différentes et concurrentes dans le cas actuel. C'est important de signaler que ces tendances ne se voient pas d'un très bon œil. Ici, on parle bien sûr des leaders et pas des personnes musulmanes pratiquantes qui fréquentent ces mosquées et qui déplorent pour la plupart le manque d'unité. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, la diversité religieuse de l'islam dans cette région-là a provoqué un déclin démographique ou numérique de la population musulmane, alors qu'on vante très souvent la diversité comme une respiration, comme une alternative, la possibilité d'avoir des choix ou de servir de complément, d'avoir une vision complémentaire dans la vision générale de la religion. Là, finalement, ce que vous dites, alors peut-être vous apporterez une précision, c'est que la diversité de l'offre religieuse, pour vous, c'est l'une des causes du déclin numérique de la population musulmane dans cette région. Dans cette région, oui. Dans ce contexte particulier, je soutiens que c'est une des causes du déclin et je vais expliquer pourquoi par un cas très concret. On prend l'année 2021, donc l'année dernière, la période du Ramadan. Vous allez dans la ville de San Cristóbal de las Chiapas, qui est relativement petite, que vous pouvez parcourir à pied, et vous retrouvez 5 lieux de culte musulman où vous pouvez prendre l'iftar dans 5 différents endroits et prier le tarawih dans 5 différents endroits. Vous retrouvez à peu près une vingtaine, trentaine de personnes maximum dans chaque lieu, et vous voyez qu'il y a un manque d'unité, y compris pour l'organisation de la fête, des fêtes importantes, donc de l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Kabir, où vous voyez que la communauté est complètement divisée en différents pôles et que toute tentative d'union, l'union fait la force, comme on le dit très simplement, mais ici on voit qu'en divisant un nombre réduit de fidèles, vous prenez 200 musulmans pratiquants, vous les divisez en 5, ça fait des pôles de 40 qui sont toujours en conflit, et vous n'arrivez pas à avoir de force, y compris à l'échelle locale, sociale et politique, parce que la communauté musulmane n'a pas un seul interlocuteur, et comme elle est dans un milieu relativement hostile, pas par rapport aux gens forcément, mais par rapport au caractère très minoritaire, vous voyez que cette division inquiète et finit par décourager certains musulmans qui aussi sont à la recherche de l'islam authentique et qui se ne retrouvent plus parmi toutes les différentes obédiences, les différentes influences. Ça, c'est pour le cas du Chiapas. Si maintenant on retourne au cas de Buenaventura en Colombie, on voit qu'il y a un autre facteur qui explique le déclin progressif de la communauté et qui est surtout expliqué par le manque de transmission générationnelle. Vous avez des personnes, prenons un homme d'une quarantaine d'années, musulman, pratiquant, très intéressé par l'islam, mais qui n'arrive pas à se marier avec une personne musulmane.
il va se marier avec une femme de confession catholique, leurs enfants ne vont pas forcément suivre l'islam, et vous voyez qu'il y a une certaine rupture générationnelle. Métissage. Un métissage religieux avec le même, une perte de religiosité musulmane avec les nouvelles générations qui finalement trouvent plus d'intérêt à rester catholiques ou à devenir catholiques plutôt qu'à suivre la religion de leur père. Encore une fois, c'est lié aux facteurs socio-culturels où la pratique musulmane ne va pas de soi. Où finalement, être musulman dans ces pays, paradoxalement, d'un côté, on voit qu'il y a beaucoup moins d'islamophobie et beaucoup plus de liberté religieuse qu'en Europe, mais également, et cela est un paradoxe, beaucoup plus de difficultés à pratiquer en fonction du caractère très minoritaire de la population musulmane. Donc il n'y a pas de culture de la minorité, parce que historiquement, des minorités musulmanes ont réussi à conserver leur identité religieuse dans des contextes de tension où elles étaient minoritaires, et là, ça n'a pas fonctionné. Alors, du fait aussi peut-être que ces communautés étaient toutes jeunes aussi. Exactement, on n'a pas assez de recul aussi de la jeunesse. Ouais. C'est important de préciser ici qu'on n'a pas le recul nécessaire pour tirer des conclusions. L'histoire se déroule actuellement, mais on voit qu'il y a eu un pic, une ascension assez fulgurante et un déclin. Quand on parle de déclin, aujourd'hui, il y a encore une présence. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un échec, mais d'une certaine force à contre-courant qui fait que la prédication musulmane rencontre des difficultés, surtout pour ces facteurs générationnels. C'est pour ça, avant, j'ai voulu dresser une parenthèse avec le cas afro-américain musulman, où dans les années 80, 90, voire au début des années 2000, on saluait un essor très important de personnes converties à l'islam dans les communautés afro-américaines, mais qu'aujourd'hui, certains imams ou leaders afro-américains musulmans déplorent le fait. Il y a un article là-dessus qui est intéressant. Aux États-Unis, vous voulez dire? Aux États-Unis, tout à fait. Voilà. Et je fais le parallèle parce que pour moi, c'est à peu près le même processus qui se déroule, surtout venant surtout du fait de la difficulté à se marier avec des personnes de la même confession et de la difficulté à élever des enfants dans cette voie religieuse qui semble... Pourquoi la difficulté? Pourquoi des musulmans, des hommes et des femmes musulmans ne peuvent pas se marier ensemble? Parce qu'on parle de communautés relativement restreintes. En parlant grand, peut-être à Buenaventura, on peut trouver une centaine de personnes musulmanes. Peut-être 50 seulement sont particulièrement assidus. Et l'offre en termes de rencontres pour le mariage, pour le couple, est très réduite finalement. Et d'autres personnes trouvent par exemple une compagne ou un compagnon qui leur semble plus intéressant dans d'autres traditions religieuses. Donc c'est tout à fait. Alors on le comprend en Amérique latine, mais aux États-Unis, vous disiez qu'il y avait cette problématique également de difficulté de transmission et peut-être de déclin relatif de la communauté musulmane afro-américaine. Vous disiez aussi, je crois, qu'il y avait cette difficulté du mariage dans cette communauté. Mais là, il y a quand même un nombre plus important. Tout à fait. Alors comment on peut comprendre ça finalement? Là, aux États-Unis, du coup. Aux États-Unis aussi, les leaders communautaires afro-américains déplorent des difficultés liées au mariage et à la solidification de la famille afro-américaine musulmane pour des raisons qui sont pas complètement connues, en tout cas de ma part. Ici, on peut dresser des hypothèses, mais on va s'hasarder à parler de facteurs très complexes et c'est effectif, c'est réel qu'il y a une population bien plus importante afro-américaine musulmane aux États-Unis que les afro-colombiens musulmans, par exemple. Ouais. Mais on constate une fragilité de la famille, une difficulté pour les gens à entrer en couple, pour certaines raisons qui m'échappent. Mais ici, on est dans la même conclusion, dans les mêmes répercussions qui font que les descendants directs de ces personnes souffrent d'un manque de stabilité familiale qui fait que la religiosité est plus dure à transmettre en général. C'est pour ça que je dresse ce panorama comparatif. Toute comparaison se heurte à des limites, bien évidemment. Donc les facteurs de décadence démographique de ces communautés, donc la question du mariage, la difficulté à transmettre avec de nouvelles générations voilà, qui sont confrontées, et la pression sociale aussi également. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs et derrière cette question, finalement, quel rapport les musulmans autochtones entretiennent-ils avec la culture nationale de leur pays? Je veux dire, comment est-on mexicain, musulman, dans un pays
profondément influencés par l'identité hispanique, catholique, très fort, avec une culture religieuse très très forte, une identité religieuse très forte. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est dans la rupture? Est-ce qu'il y a un phénomène de rupture entre l'identité religieuse musulmane de ces acteurs autochtones avec la culture nationale, ou est-ce qu'il y a un pragmatisme qui permet une cohabitation harmonieuse? Alors, vous me posez là deux questions très intéressantes, très profondes, qui mériteraient beaucoup de temps de réponse, mais le bon point, c'est qu'elles se prennent ensemble, finalement. Et on va le voir comment, je vais essayer d'être rapide, mais c'est des points très critiques qui pourraient s'expliquer en plusieurs dizaines de minutes. Mais premièrement, un troisième facteur de déclin des populations musulmanes autochtones, ou du nombre de conversions, enfin pas de conversion, mais de pérennisation dans la foi religieuse, vient de nombreuses sorties de l'islam. Des conversions, entre guillemets, si on veut bien me pardonner l'expression. On parle toujours de conversion, surtout les organisations de Darwa, on n'a pas eu l'occasion encore d'en parler, mais il y a un phénomène important de butinage religieux, comme le dit le chercheur Edio Suarez, qui montre que dans certaines sociétés latino-américaines, il y a une facilité à passer d'une religiosité, d'une forme de tradition religieuse à une autre, comme des expériences sociales vécues de manière un peu légère par certains. Une mobilité? Une mobilité religieuse qui font que les entrées dans l'islam sont très fréquentes et faciles, mais les sorties également. Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre les raisons de sortie de personnes converties à l'islam. D'entrée et de sortie, finalement. D'entrée et de sortie, tout à fait. Ouais. L'entrée, on en a parlé par des phénomènes collectifs de conversion. On a le cas de Buenaventura et du Chiapas. Il y a des phénomènes individuels de conversion qui dépendent de la curiosité individuelle, de la foi, de la recherche spirituelle de nombreux latino-américains, tant des femmes, plus des femmes que des hommes, mais on retrouve les deux genres concernés par ces conversions importantes, par le biais d'Internet, par le biais d'échanges sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est plus particulier, qu'on en parle moins, c'est les sorties de l'islam. Pourquoi des personnes qui ont passé quelques mois, quelques années dans l'islam, finissent par se dire non musulmanes ou retourner à leur vie antérieure en termes de pratiques religieuses? On voit ici que pour certains, il y a une grande déception. Et cela dépend énormément des cas. Dans les cas rencontrés dans mes recherches, j'ai vu que beaucoup de déceptions viennent du fait qu'elles avaient l'impression de devoir adhérer à une culture et des normes sociales étrangères en raison de la conversion à l'islam. Il y a une confusion dans certains acteurs prosélytes entre l'arabité ou entre la culture indo-pakistanaise et la transmission de l'islam, ce qui fait que certains latino-américains musulmans, après avoir commencé à faire des efforts pour s'intégrer à la communauté musulmane, se sont sentis dépassés, déçus et étrangers dans cette nouvelle communauté. C'est un point très intéressant qu'on retrouve dans différentes villes, pas forcément à Buenaventura, ou pas du tout à Buenaventura ou Chiapas, mais dans d'autres cas. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu l'occasion de venir sur le cas de Medellín, par exemple, en Colombie, ou de Mexico City, la capitale. Mais dans ces communautés, on voit que l'islam est venu aussi par des acteurs prosélytes étrangers qui ont présenté l'islam comme un package, entre guillemets, à suivre en intégrant certains aspects culturels, sociétaux, sociaux, familiaux, étrangers à la culture locale, ce qui fait que la nouvelle personne musulmane s'est découragée. C'est quoi, des tenues vestimentaires? La tenue vestimentaire, l'alimentation, les normes de non-mixité, voire de travail, etc. Surtout pour les femmes qui commençaient à devoir porter le hijab ou à sortir, ne pas sortir sans mahram dans les interprétations les plus rigoristes, qui a fini par décourager certains latino-américains musulmans de l'islam. Donc une inadéquation importante de l'enseignement de l'islam par ces courants-là portés par des acteurs donc soit arabes, soit indo-pakistanais, qui a provoqué une rupture auprès des populations autochtones, c'est ça? Exactement. Une pression, auprès de certains nouveaux convertis. Et là, on vient à votre deuxième question qui a complètement à voir. Le rapport entre le rapport avec l'identité nationale, avec la culture locale. Et on remarque que les communautés musulmanes locales, autochtones, qui ont survécu, qui sont plus ou moins pérennes, on a vu qu'il y a un certain déclin, mais quand même il y a une survivance, il y a une résistance, sont celles qui ont réussi à réaffirmer les discours et les pratiques musulmanes en prenant en compte le contexte local.
C'est-à-dire qu'elles ont priorisé les normes et les principes dits fondamentaux de l'islam en mettant l'importance sur certaines pratiques et en relativisant des pratiques plus ambiguës par rapport à leur culture, plus controversées, tout en permettant aux nouveaux cercles de convertis de garder leur identité musulmane tout en continuant à manifester certaines pratiques sociales, culturelles, locales, en lien avec le contexte. Dans le cas contraire, lorsque ce sont des leaders étrangers qui ont la mainmise sur les communautés musulmanes et qui imposent des normes plus rigoristes, entre guillemets, plus exigeantes dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup plus de sorties de nouveaux convertis qui se disent fatigués, qui se disent inadéquats et incapables de vivre leur islamité dans un contexte d'une ville colombienne ou mexicaine ou brésilienne. Alors c'est un point très important pour expliquer la survivance de certaines communautés et les nombreuses sorties d'autres. Alors quels sont les éléments que ces communautés qui ont réussi à marier leur islamité, leur religiosité musulmane avec leur identité nationale ou leur culture nationale, quels sont ces éléments, quelles valeurs ou quelles pratiques de l'islam sont devenues importantes pour elles, et quels sont les éléments qui ont été, disons, relégués à un plan plus secondaire, voire même des pratiques ou des valeurs ou des éléments de discours qui ont été considérés comme incompatibles ou provoquant une rupture avec l'identité nationale. Donc, dans les deux cas. Voilà. Dans les deux cas, je pense qu'il s'agit surtout de priorisation de normes, c'est-à-dire comment on classe l'importance des pratiques et des normes à observer, quelles sont celles qui sont impératives pour être musulman et celles qui sont secondaires. Et il ne faut pas oublier que la plupart des personnes converties à l'islam viennent de backgrounds, de caractéristiques socio-culturelles complètement différentes aux normes qu'on retrouve dans les pays musulmans, notamment en termes de consommation, en termes de mixité, en termes de mode de vie. Donc il y a un choc très fort suscité par la conversion, mais les communautés qui accommodent les nouveaux convertis en priorisant la pratique de la prière, en laissant une certaine marge de manœuvre, un certain temps d'adaptation aux nouvelles personnes converties, vont finalement être appréciés par ces nouveaux musulmans qui vont ne pas s'en sentir exclus ou jugés ou poussés. Ici, dans le cas de Buenaventura, sur la côte pacifique, donc la communauté afro-colombienne, on voit concrètement que beaucoup de femmes de cette communauté portent le hijab, le voile, de manière assez sporadique. Certaines le portent, d'autres pas du tout. Et bien sûr, elles le portent pour la prière, mais hors de la prière, on voit que c'est une pratique qui n'a finalement pas grande importance. Y compris, et cela peut choquer certaines personnes dans le contexte francophone, la consommation de viande halal. Certaines communautés vont enseigner que toute viande est haram, interdite, à l'exception de la viande sacrifiée, ce qui fait que les personnes concrètement ne peuvent plus consommer de viande, sauf si elles abattent eux-mêmes l'animal en question. Par contre, d'autres vont simplement insister sur l'interdiction du porc en disant qu'elles peuvent consommer du poulet, etc. Comme c'est le cas à Buenaventura ou dans certaines communautés du Chiapas. Maintenant, comme on a vu qu'il y a 5 pôles, 5 mosquées dans la ville de San Cristobal de las Casas, on voit que par exemple les Turcs de Soleimanji insistent énormément sur le caractère illicite de la viande, de poulet ou de bœuf, et que cela pose une certaine tension avec des personnes qui vivent dans des milieux pauvres, dans des familles mixtes, où finalement le fait de refuser un repas de viande est très compliqué pour leur pratique. Et on voit dans la même ville que d'autres mosquées ne vont pas insister sur cet élément, et vont dire on peut s'accommoder. C'est un exemple. Il y a la pratique vestimentaire, il y a les questions de mixité. Au contraire, on a des mouvements d'obédience salafistes, plus rigoristes, qui vont imposer à une femme de ne pas sortir sans mahram. Par contre, la plupart des femmes converties à l'islam dans ces communautés peuvent être divorcées, mères d'enfants, célibataires, etc. Ce qui pose des problèmes très grands si ces normes sont présentées comme des caractéristiques d'appartenance ou non à l'islam. C'est-à-dire que tout dépend du degré de priorisation. Et on voit, par rapport à votre question, on voit aussi que les communautés qui résistent sont celles qui ont réussi à produire des leaders locaux, c'est-à-dire des imams ou des enseignants issus des communautés locales, afro-colombiennes en Colombie ou indigènes tsotsil au Chiapas, qui sont parfois partis au Yémen,
ou en Iran, ou dans d'autres pays pour étudier l'islam. Et dès qu'elles sont revenues, elles ont acquis un statut de leader, tout en accommodant la pratique religieuse aux exigences socio-culturelles, aux habitudes locales, et en priorisant ce qui est indispensable, ligne rouge d'appartenance ou non à l'islam, et ce qui peut être discuté en fonction du contexte très particulier de ces pays. C'est quand même un point très intéressant ce que vous soulevez, parce que finalement, on ne peut pas s'empêcher de penser à d'autres pays, en France y compris, où la question c'est de se demander est-ce que la condition de la survie, de la pérennité et de la transmission de l'islam en France, mais aussi dans d'autres pays, voilà, c'est ce travail à faire pour adapter alors, on parle souvent de contextualisation, de mise en contextualisation, de tenir compte du contexte dans la pratique de l'islam, et donc dans la priorisation des pratiques et des valeurs. Voilà, on sait, il y a aussi différents courants, vous en avez cité quelques-uns, qui sont aussi présents en France. Donc voilà, on sent bien que est-ce que vous dites que finalement cette problématique, elle est centrale partout, bon, pour le destin de l'islam international, c'est-à-dire cette manière de se marier et d'entrer en harmonisation avec la culture et les valeurs du pays, ou pas, parce qu'on est aussi dans un contexte de mondialisation, il y a aussi un bousculement des identités. Alors, c'est peut-être moins le cas en Amérique du Sud. Est-ce que les identités sont davantage conservées en Amérique du Sud, enfin en Amérique latine, que en Europe ou dans les grandes métropoles un peu globalisées? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, encore une fois, il y a deux questions qui ont beaucoup à voir, et c'est des aspects tellement intéressants qu'on pourrait les détailler avec main exemple pendant des heures. Mais pour faire court, tout d'abord, c'est intéressant de voir qu'il y a la création de nouvelles identités musulmanes afro-américaines spécifiques, latino-américaines, pardon, spécifiques. Qui donne lieu, par exemple, à des expressions, y compris des expressions corporelles qu'on ne voit pas ailleurs dans le monde musulman. Je prends l'exemple de jeunes du Venezuela qui ont connu des parcours de vie un peu compliqués, qui ont connu l'incarcération aux États-Unis, qui ont été expulsés, ou des Colombiens, ou des Mexicains issus des mêmes milieux, qui se font tatouer des versets du Coran, ce que je n'ai jamais vu ailleurs. Ouais. Où un avait un tatouage impressionnant, écrit en arabe Allahu Akbar, Kill Illuminati en dessous. Et je le voyais à la mosquée en lui disant ah, vous avez fait un tatouage, c'est intéressant, pour voir son avis par rapport à la... Et on voyait qu'il y avait aucune forme que la personne ne voyait cela comme évident. Oui, je suis musulman, j'ai fait ça, j'aime bien. Je trouve que c'est bien. Ça, c'est un rapport au tatouage, je voulais dire, alors, est-ce que c'est spécifique, est-ce que c'est une pratique carcérale qui était répandue, ou est-ce qu'il y a un lien à la pratique du tatouage en Amérique du Sud, en Amérique latine? C'est lié à des milieux carcéraux, pas uniquement carcéraux, mais à des sous-cultures urbaines, comme on dit en sociologie particulière, de milieux défavorisés, où le tatouage est une expression corporelle. Et on voit que pour ces gens qui ont vu l'islam comme une forme de libération également, il y a une sorte de syncrétisme, non pas religieux, mais socio-culturel, où finalement l'identité musulmane est vécue de manière pacifiée et positive avec l'identité latino-américaine, parce qu'on parlait des afro-colombiens avant, mais il ne s'agit pas seulement de cette composante, comme une forme d'émancipation aussi face à la vision d'un Occident oppresseur, face à la vision d'un monde en conquête, transformation, et une appropriation identitaire valorisante qui cumule la fierté d'être latino-américain et la fierté d'être musulman. Il y a beaucoup de productions aussi intellectuelles qui ont été faites en ce sens, et il y a aussi une reconstruction historique. Quand je dis reconstruction, il ne s'agit pas de nier l'histoire, mais d'insister sur le fait que certains ont des propos qui montrent que l'identité latino-américaine serait très proche de l'identité musulmane pour des raisons historiques. On parle du départ des morts après la Reconquista. MAURES. Oui, voilà. Exactement. À la fin du XVe siècle, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont été déportés dans les Amériques à cette époque.
L'islam a disparu par contre, mais aujourd'hui dans les discours il y a une certaine réappropriation identitaire basée sur une relecture historique, y compris chez les descendants d'esclaves Donc rattaché. africains qui savent que certains de leurs ancêtres devaient être musulmans. Donc il s'agit de se rattacher à une histoire de l'islam qui était antérieure à leur propre histoire locale. Exactement. D'accord. Donc la conversion à l'islam apparaît pour certains latino-américains comme le fait de renouer avec des origines lointaines qui parlent à leur identité ethnique, et cela est très intéressant à observer finalement. Donc j'en parle un peu pour montrer que cette identité musulmane est vécue de manière non pas antagoniste à l'identité latino-américaine, mais complémentaire. Et on voit aussi que ces personnes, à l'exception des musulmans qui choisissent de suivre des tendances plus littéralistes, salafistes, qui sont en porte-à-faux avec leur culture locale, chez beaucoup de musulmans latino-américains, il y a cette conciliation d'identités multiples avec une réappropriation socioculturelle et une recomposition des différentes influences qui s'ancrent très bien dans le contexte local. Et en plus, quand on parle d'intégration de ces communautés, on voit qu'il est plus facile aux yeux, au niveau social, d'être musulman dans certaines régions de Colombie et du Mexique que d'être musulman dans certains pays européens vis-à-vis des non-musulmans. Il y a beaucoup moins de tensions, beaucoup moins d'islamophobie et de préjugés négatifs. La population majoritairement non musulmane ne voit pas d'un mauvais œil le développement de ces communautés musulmanes en son sein? Majoritairement, dans l'espace public, on voit des propos plutôt positifs vis-à-vis des musulmans, doublés d'une grande ignorance. La plupart des personnes n'ont pas de connaissances sur l'islam et voient ça de manière très exotique finalement, sans vraiment s'inquiéter. Mais il y a aussi une ouverture liée au contexte de métissage de ces pays, notamment en Colombie, où finalement le pays est basé sur des métissages culturels et ethniques de population, donc d'où l'ouverture, y compris au Brésil. D'accord, donc on voit bien qu'on s'inscrit dans un processus nouveau à suivre, un processus historique avec des communautés voilà qui ont connu des pics, certaines phases de déclin, mais qui se réinventent en permanence et, tout à fait. Et avec aussi des conversions, enfin une mobilité très forte dans les mobilité deux sens, ouais. Dans les deux sens, dans les entrées en islam dont on parle beaucoup sur les réseaux, mais aussi de sorties, ouais. Avec parfois des exagérations. Dans le cas brésilien, vous avez oui, on n'a pas parlé du Brésil. On n'a pas parlé encore, mais c'est très semblable parce que d'un côté, il y a une surestimation très forte du nombre de latino-américains convertis à l'islam dans les favelas brésiliennes. Moi, j'ai été sur place directement pour constater ce qu'il en était. Donc, dans la périphérie de Sao Paulo, dans certaines favelas, j'ai essayé de rencontrer des musulmans. J'en ai rencontré, mais ils m'ont dit on est une quarantaine ici, mais on ne connaît pas d'autres cas dans la région. Donc, c'est un cas très minoritaire, mais cependant existant. Donc parfois, il faut se méfier aussi des évaluations de la darwa en Amérique latine. Cela dit, il y a un mouvement très fort, très important, un rôle très visible d'activisme d'acteurs prosélytes, d'acteurs musulmans engagés dans la darwa, qui voient l'Amérique latine comme le dernier terreau vierge à exploiter pour justement la propagation de l'islam. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez dans la ville de Mexico, la capitale Mexico City, vous allez rencontrer 7 différentes obédiences musulmanes. Et en Colombie également. Ce qui étonne par rapport au caractère, au nombre relativement restreint de musulmans, mais vous voyez toutes les tendances, du tabligh au salafisme, en passant par certaines turuq soufia, en passant par l'ahmadiyya, en passant par le schisme duodécimain et d'autres mouvances. Alors tous ces courants-là, leurs partisans, est-ce que parmi leurs partisans, majoritairement ce sont des étrangers, des musulmans qui peuvent venir travailler ou est-ce que ce sont tous des autochtones? Non, c'est parmi leurs suiveurs, oui, vous avez une majorité d'autochtones et certains migrants également. Parce qu'aujourd'hui, il y a une migration croissante, y compris des pays arabes dans certaines villes. Bon, on n'a pas parlé de ce sujet parce que c'était pas le focus,
Mais la plupart des communautés, à part les 2 études de cas mentionnées préalablement, sont des communautés plus ou moins hybrides, avec peut-être 80% de convertis, donc d'autochtones, et une vingtaine de pourcents quand même de migrants de différents pays. D'où les interpénétrations et les influences réciproques entre toutes les composantes. Mais c'est important de parler des acteurs venus explicitement de pays étrangers pour la Darwa. C'est-à-dire qu'ici, on ne parle pas de migrants. On parle de personnes... De missionnaires. Missionnaires. Ouais. Et surtout de la part de pays comme la Turquie, mais aussi de certains groupes salafistes égyptiens qui n'ont rien à voir avec l'État égyptien, mais qui sont composés en Égypte pour avoir des projets de Darwa en Amérique latine. Et ces personnes vont avec un agenda assez clair sur des objectifs en termes de diffusion de l'islam, de conversion et d'éducation religieuse. Par contre, entre elles, elles ont souvent des rapports très conflictuels vu la compétition idéologique et théologique. Et au Brésil, l'entrée de l'islam, c'était aussi par le jeu des influences afro-américaines, comme au Mexique, non, comme en Colombie, ou est-ce que c'était d'autres facteurs encore? Le Brésil est un cas différent parce que la présence migratoire musulmane originaire du Moyen-Orient et du Proche-Orient est beaucoup plus importante. Donc la plupart des musulmans brésiliens sont d'origine libanaise jusqu'à aujourd'hui. Les convertis sont beaucoup moins nombreux en pourcentage qu'en Colombie et au Mexique. Mais le cas des favelas est intéressant parce qu'elle montre justement cet islam local autochtone. Dans les favelas, très peu de migrants s'y rendent, enfin, aujourd'hui un peu plus, mais on a aussi cette vision d'un islam local. Par contre, comment ça se manifeste cet islam? Je veux dire, c'est quoi? C'est on mange pas de porc, on prie ou peu de personnes prient, mais alors, quels sont les marqueurs? Quels sont les marqueurs de cette appartenance à l'islam chez ces communautés autochtones au Brésil et peut-être, alors vous avez donné quelques exemples pour les autres pays, mais au Brésil par exemple Au Brésil, en fait, on peut donner un cas concret d'une mosquée dans une favela, donc un quartier défavorisé, réputé pour sa violence, etc., éloigné du centre-ville, où on retrouve une mosquée dirigée par un Brésilien converti à l'islam, qui a eu Le prêche est en portugais? Le prêche est en portugais, mais la personne est complètement arabophone. Moi-même étant arabophone, je pensais qu'il était d'origine arabe tellement il parlait bien. Et il m'a dit qu'il était autodidacte, qu'il a découvert l'islam sur Internet et qu'il s'est converti, puis qu'ensuite il a commencé à étudier. Et il est très jeune, âgé seulement de 22 ans. Il porte le qamis et la shishia. Il prêche en arabe, mais traduit en portugais. Est très actif sur Internet et a commencé des activités de Darwa. Finalement, il est rejoint par des Brésiliens locaux qui sans affiliation à un courant de l'islam sans affiliation claire, avec des influences diffuses par ses études autodidactes sur Internet, mais très dur de le situer dans un courant particulier vu des influences un peu différentes. D'accord. Et comment se manifeste la pratique religieuse? Bien sûr, les prières sont organisées à la mosquée, surtout le Jumu'ah. La plupart des personnes de la communauté essayent d'aller à Jumu'ah. Des cours sont organisés. Les 5 prières sont également assurées, mais avec très peu de personnes qui s'y rendent. Et on voit une expression vestimentaire particulière qui fait que beaucoup de personnes, y compris en Colombie, dans la ville de Buenaventura, aiment apporter la shishia. Ou, comment on dit ça, kufi. Peu importe la terminologie, je ne sais pas laquelle on utilise en France actuellement. Ouais. Mais souvent là-bas, on l'appelle le kufi. Ouais. Et on porte cela comme un signe d'expression de son identité musulmane. Donc des fois, les personnes sont en t-shirt, avec un short long ou un baggy et des baskets, mais avec le kufi. Et elles se demandent pourquoi d'autres personnes ne portent pas la shishia. Moi, on me l'a demandé plusieurs fois, mais t'as pas ton chapeau. C'est vu localement comme un signe d'appartenance qui fait aussi que les personnes se reconnaissent dans les espaces publics et s'identifient comme musulmanes. Les prénoms, est-ce que pour les communautés autochtones musulmanes, est-ce que dans l'attribution des prénoms quand il y a des enfants, bon, on a parlé des difficultés de mariage, etc., mais quand ça se déroule dans des familles musulmanes, est-ce que on fait le choix de prénoms voilà qui sont souvent arabes ou en référence au Coran par rapport à la langue, ou bien est-ce que on prend des prénoms locaux?
En général, déjà, quand il y a un processus de conversion, la personne prend un nom dit musulman. À l'état civil? Non, de manière informelle. De manière informelle, donc d'accord. il garde son nom Eder, peu importe, on va pas citer des noms, mais en se faisant appeler Abdel Karim, Abdel Malik, Mohamed. Et il se fait appeler comme ça dans la communauté, tout en gardant son nom à l'état civil ou dans les milieux extérieurs. Quand les deux parents sont des musulmans, on a une tendance à baptiser l'enfant avec un prénom à consonance arabe ou pour certains musulmans, entre guillemets. Même à l'état civil? Oui, également à l'état civil, mais quand les deux parents sont musulmans, dans ce que j'ai observé, quand le couple est mixte, c'est beaucoup plus dépendant. C'est très différent. D'accord. Mais on a cette sorte de volonté de manifester d'un côté son adhésion à l'islam par des signes plus ou moins ostentatoires, tout en restant fier d'être, ou fier, conscient en tout cas d'être latino-américain. Et on a beaucoup moins de problèmes, à mon avis, de manière identitaire aussi, par rapport aux facteurs déjà socioculturels des sociétés qui acceptent plus facilement le métissage. Vis-à-vis de l'Europe ou de la France, mais également par le fait que ces communautés sont très limitées et ne représentent pas un danger finalement pour les pays. Il n'y a pas de pression sociale manifeste. Pas de pression sociale pour l'instant. Très peu d'islamophobie, beaucoup d'ignorance quand même par rapport à l'islam. Il y a une islamophobie grossière dans les médias, mais qui ne descend pas vraiment au niveau de la population, que ce soit en Colombie, au Mexique, et il y a beaucoup de curiosité. Par exemple, une personne qui va intervenir comme professeur à l'université, donner un cours sur l'islam, il est facilement rejoint à la fin du cours par une ou deux personnes qui disent qu'elles ont envie de se convertir à l'islam. C'est très naturel comme processus, et la rapidité des conversions trahissent aussi la rapidité des sorties quand il n'y a pas d'accompagnement, quand il n'y a pas de structure locale qui parviennent à pérenniser finalement cette identité musulmane. Merci beaucoup Baptiste Brodard pour ce tableau que vous nous avez dépeint de l'islam en Amérique latine avec différents pays, avec des causes, des facteurs différents, convergents, avec une histoire complexe qui est en devenir d'ailleurs, une histoire toute fraîche, toute jeune, donc affaire à suivre, j'ai envie de dire. Et on aura peut-être le plaisir de vous recevoir dans une prochaine émission pour peut-être voir le développement et le devenir de cette religion, de l'islam, donc en Amérique latine et peut-être même aussi en Amérique du Sud. Merci beaucoup, Baptiste Brodard. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur Mizan TV.